Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un nom qui résonne pas mal dans le monde de l'IA, LangChain. Ah oui, LangChain, on le voit partout. C'est ça. Des milliers d'étoiles sur GitHub, au cœur de plein d'applications. Mais bon, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'y a-t-il sous le capot? C'est une bonne question. Pour essayer d'y voir plus clair, on a rassemblé pas mal de choses. La doc officielle, bien sûr, des extraits d'un cours YouTube assez fouillé de James Briggs, et puis le README du projet sur GitHub. De bonnes bases. L'idée, c'est, notre mission si on l'accepte, c'est de dépasser un peu le buzzword, comprendre ce qu'est LangChain, ses fondations, et pourquoi ça intéresse tant de monde. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de donner les clés pour saisir ce que fait ce framework. Comment il aide à construire des applis avec les grands modèles de langage, les LLM. Comprendre ses points forts. Ses points forts, ses limites aussi, il faut être honnête. Et puis, les concepts importants derrière tout ça. C'est un peu un raccourci, si on veut, pour comprendre cet écosystème qui bouge très très vite. Alors, commençons simple. LangChain, c'est quoi au juste? Alors, la définition de base, c'est un framework open source, licence MIT. Principalement en Python, j'ai vu, mais il y a une version JavaScript, TypeScript aussi. Oui, exact. Et sa promesse principale, c'est de simplifier, de faciliter le développement d'applications qui utilisent la puissance des LLM. Simplifier. Ça revient souvent. C'est le mot-clé, vraiment. Et ça couvre tout le cycle de vie de l'appli. D'abord, le développement, avec des composants réutilisables, des intégrations, Plein d'intégrations, oui. énormément. Ensuite, la productionnalisation, comme on dit. Souvent le point difficile. Et là, ils ont Langsmith. Pour l'inspection, le monitoring. C'est ça, pour regarder ce qui se passe, débugger, évaluer. Et enfin, le déploiement, avec LangServe pour faire des API REST facilement, ou LangGraph Cloud pour des trucs plus complexes. Ok, donc c'est vraiment un écosystème assez complet. Les sources parlent d'une structure modulaire, c'est ça Tout à fait. C'est une évolution assez récente, d'ailleurs pour rendre les choses plus claires et légères. T'as LangChain Core. Ça, c'est la base de la base. Avec le fameux LCL dont on reparlera sûrement. Exact. Très léger. Ensuite, t'as LangChain Community. C'est là que vit la majorité des intégrations tierces. Les fournisseurs de modèles, les bases vectorielles, etc. Maintenus par la communauté, comme son nom l'indique. Logique. Puis, ils ont créé des packages partenaires dédiés, genre LangChain OpenAI, LangChain Anthropic. L'idée, c'est de pas t'obliger à installer des dépendances énormes si tu veux juste utiliser, disons, OpenAI. Ah oui, c'est malin ça. Ça évite d'alourdir. Voilà. Et enfin, tu as le package LangChain historique, qui contient maintenant surtout ce qu'ils appellent l'architecture cognitive. Les chaînes, les agents, les stratégies de récupération, l'orchestration, quoi. D'accord. Et LangGraph, ça revient souvent aussi dans les discussions. C'est quoi son rôle précis? LangGraph, c'est un peu la division supérieure pour les agents. Quand tu veux construire des agents plus robustes, qui ont besoin de gérer un état, une sorte de mémoire interne plus complexe, ou même faire collaborer plusieurs agents. Comme des graphes d'état, en quelque sorte? C'est l'idée, oui. Modéliser le flux comme un graphe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être utilisé avec LangChain, mais aussi de manière indépendante si tu préfères. Ok. Et Langsmith, t'en as parlé pour la prod. James Briggs insiste beaucoup dessus, non? Ah oui, énormément. Pour lui, et je suis assez d'accord, c'est quasi indispensable si tu veux passer du stade d'une notebook de test à une vraie application en production. Le suivi des tresses. Savoir exactement ce que le LLM a fait, pourquoi il a pris telle décision. Exactement. Pour débugger, c'est crucial. Pour tester, évaluer différentes versions de prompts ou de modèles. Et le fait qu'il y ait un free tier, un niveau gratuit pour commencer, ça aide beaucoup à l'adopter. Jusqu'à 5000 traces par mois pour un utilisateur, c'est pas mal pour démarrer. C'est vrai que ça a l'air très complet, mais ça m'amène à une question un peu fondamentale. James Briggs l'appelle le dilemme LangChain. Ah, le fameux dilemme. Voilà. On peut très bien appeler l'API d'OpenAI ou d'Anthropic ou autre avec quelques lignes de Python. Pourquoi on irait s'embêter avec un framework par-dessus? Est-ce qu'on a vraiment besoin de LangChain? C'est la question. Et il n'y a pas de réponse simple, en fait. L'argument principal pour LangChain, historiquement en tout cas, c'est son niveau d'abstraction. Ça simplifie les choses. Ça simplifie énormément certains concepts qui sont quand même assez complexes au départ. Le RAG, dont on parlera, les agents, LangChain a permis à plein de développeurs, même sans être des experts pointus en IA ou en machine learning, de commencer à construire des trucs assez sophistiqués très vite. Oui, ça a clairement abaissé la barrière à l'entrée. C'est indéniable. Et puis, il y a l'argument des intégrations aussi. Bien sûr, c'est un gain de temps énorme de ne pas avoir à réécrire le code pour parler à 50 modèles différents ou 10 bases vectorielles.
Tu prends l'intégration LangChain et hop. Ça facilite aussi l'expérimentation, j'imagine. Changer de LLM pour voir. Exactement. Tester un modèle puis un autre, c'est beaucoup plus simple. Et James Briggs mentionne aussi l'aspect pédagogique. Tu peux commencer avec l'abstraction LangChain. Et si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment, tu peux déplier les composants, regarder le code source. C'est une bonne rampe de lancement pour apprendre l'ingénierie IA. D'accord. Mais alors, quel est l'argument contre? Parce qu'il y en a un, forcément. Le revers de la médaille de l'abstraction, c'est l'abstraction. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça peut masquer la complexité. Pour une équipe très expérimentée, ou pour un besoin très spécifique, très pointu, cette abstraction peut devenir une limite, une sorte de boîte noire où tu ne maîtrises plus finement ce qui se passe. On peut avoir l'impression de perdre le contrôle, hein? Un peu, oui. Pour optimiser à fond ou pour déboguer des cas très tordus, ça peut être plus compliqué que d'avoir un code plus direct. Et puis, au début, on peut utiliser des composants sans vraiment comprendre comment ils marchent en détail. Et puis, soyons clairs, si c'est juste pour demander à un LLM de générer un petit texte, un résumé ou une traduction simple, Utiliser l'API directement, c'est probablement plus simple, plus rapide et plus transparent. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde de LangChain pour ça. donc, en résumé, comment on tranche ce dilemme? En fait, ça dépend vraiment du projet. LangChain brille quand la complexité augmente. Si tu as besoin d'enchaîner plusieurs appels au LLM, si tu veux construire des agents qui utilisent des outils, si tu fais du RAG sur tes propres données, là c'est un accélérateur formidable. Surtout pour prototyper et pour beaucoup d'applications standards. Exactement. Mais si ton besoin est très simple, ou au contraire, si tu vises une performance extrême ou un contrôle total sur un cas d'usage très spécifique, alors une approche plus directe, ou peut-être utiliser LangGraph seul, pourrait être plus pertinent. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. C'est une question de contexte, d'expertise de l'équipe et de complexité du problème. C'est très clair. Alors, imaginons qu'on choisisse LangChain. Quels sont les grands concepts qu'il faut absolument comprendre? Le premier qui ressort partout, c'est le LCEL, LangChain Expression Language. Ah oui, LSCL. C'est vraiment le cœur de la philosophie moderne de LangChain. C'est la manière recommandée de construire des chaînes aujourd'hui. Ça remplace les anciennes LLM chain qu'on voyait avant. Et l'idée clé, c'est la composabilité avec cet opérateur pipe. C'est exactement ça. C'est inspiré des pipes Unix en fait. Tu enchaînes des composants qu'ils appellent des runnables de manière très déclarative. L'exemple classique, c'est prompt, modèle, output parser. Tu définis ton template de prompt, tu le pipes vers le modèle LLM et tu pipes la sortie du modèle vers un parseur qui va formater le résultat. C'est élégant comme approche. C'est très lisible et surtout très flexible. Ça permet de construire des chaînes complexes assez facilement. Et ces runnables, ce sont les briques élémentaires alors. Un peu comme des Lego? C'est une excellente image. Tu as des runables pour à peu près tout. Runable lambda, par exemple, pour insérer ta propre fonction Python dans la chaîne. Ah, pratique ça. Oui, tu as runable parallèle pour exécuter des branches de ta chaîne en parallèle. Imagine, tu veux récupérer des documents et formater une partie du prompt en même temps avant de tout passer au LLM. D'accord, pour optimiser. Voilà. Et tu as aussi des trucs comme Runable Pass-Through, qui est super utile pour faire passer une information d'une étape à l'autre sans la modifier, en la combinant avec le résultat de l'étape précédente. Chaque Runable fait une chose précise et tu les combines pour créer ton flux. Ok, je vois le potentiel pour orchestrer des workflows assez complexes. Passons aux agents et aux outils. Ça a l'air d'être la partie un peu magique, non? Où l'IA commence à agir. C'est un peu ça, oui. Un agent, dans le contexte LangChain, c'est un système qui utilise un LLM comme moteur de raisonnement central. Pour décider quoi faire. Exactement. Pour analyser une tâche, décider d'une séquence d'actions et exécuter ces actions pour atteindre un objectif. Et très souvent, ces actions impliquent d'utiliser des outils. Les outils, c'est donc la connexion de l'agent au monde extérieur, pour qu'il puisse faire autre chose que juste générer du texte. C'est tout à fait ça. Un outil, techniquement, c'est juste une fonction que l'agent a le droit d'appeler. Ça peut être hyper simple comme une calculatrice. Oui, vu dans les exemples. Ou une fonction qui donne la date et l'heure, ou ça peut être plus complexe, une recherche sur le web via une API comme SerPay API. Qui a un petit plan gratuit pour tester d'ailleurs. Oui, c'est pratique. Ça peut être aussi une fonction qui interroge une base de données interne à l'entreprise ou qui appelle une autre API métier. Tout ce qui permet à l'agent d'obtenir des informations ou d'agir sur le monde. Et comment l'agent sait quel outil utiliser et quand? C'est ça qui est fascinant. Alors, il ne devine pas. La clé absolue, c'est la description de l'outil. Quand tu définis un outil pour LangChain, tu dois lui donner une docstring,
une chaîne de description qui explique très clairement ce que fait l'outil, dans quelles circonstances l'utiliser et ce que font ces paramètres. C'est le LLM qui lit cette description. Exactement. Le LLM, lors de sa phase de raisonnement, examine la tâche demandée et les descriptions de tous les outils à sa disposition. En fonction de ça, il décide si un outil peut l'aider, lequel choisir et avec quels arguments l'appeler. Des noms de paramètres clairs et des annotations de type aident aussi beaucoup. C'est bluffant de voir comment une bonne description guide le LLM. Incroyable. Et les sources parlent beaucoup du pattern REACT. C'est le mécanisme derrière? REACT, c'est un acronyme pour Reasoning Action Observation. C'est le cycle de fonctionnement typique d'un agent LangChain. Ok, décompose-le pour nous. 1. Reasoning, raisonnement. Le LLM analyse la situation, la question initiale et ce qu'il sait déjà. Il réfléchit à la prochaine étape. D'accord. 2. Action. S'il pense avoir besoin de plus d'infos ou d'effectuer une tâche, il décide d'une action, qui est généralement l'appel d'un outil spécifique avec certains arguments. Il dit « je veux utiliser la calculatrice avec ces chiffres ». Par exemple. 3. Observation. Le système, on va voir qui, exécute l'outil demandé et récupère le résultat. C'est l'observation. Le résultat du calcul ou de la recherche web? Voilà. Et ce résultat est renvoyé au LLM. 4. Le LLM reçoit cette observation, l'intègre à son raisonnement et la boucle recommence. Il réfléchit à nouveau, reasoning, avec cette nouvelle information. Soit il décide d'une autre action, soit il estime avoir assez d'éléments pour fournir la réponse finale. C'est un cycle pensée, action, retour en quelque sorte. Et qui gère cette boucle? Qui exécute vraiment l'outil? C'est là qu'intervient l'agent exécuteur. C'est le morceau de code LangChain qui orchestre tout ce dialogue. Il prend la décision d'action du LLM, identifie l'outil à appeler, l'exécute en appelant la fonction Python correspondante, récupère le résultat, l'observation, et le resoumet au LLM pour la prochaine étape de raisonnement. C'est le chef d'orchestre. Exactement. Et il gère aussi ce qu'on appelle l'agent Scratchpad. C'est une sorte de mémoire à court terme, un bloc-notes, où l'agent exécuteur enregistre la séquence des pensées du LLM, des actions entreprises et des observations reçues. Ça permet au LLM de garder le fil de son raisonnement au fur et à mesure des étapes. C'est sacrément élaboré, hein. Et j'ai lu que les LLM modernes peuvent même vouloir appeler plusieurs outils en même temps. Oui, c'est une capacité plus récente, notamment chez OpenAI. Le LLM peut dire « j'ai besoin de chercher sur le web » et de vérifier la date actuelle. Dans ce cas, l'agent exécuteur doit être capable de gérer ses appels d'outils parallèles, lancer les deux fonctions, attendre les deux résultats et les renvoyer ensemble au LLM. Ça peut rendre l'agent plus efficace. Logique. Autre brique essentielle, surtout quand on pense chatbots ou assistants. La mémoire conversationnelle. Comment on fait pour qu'un agent se souvienne de ce qu'on lui a dit il y a 5 minutes? Ah, la mémoire. C'est absolument crucial, sinon chaque message est traité comme s'il sortait de nulle part. Ce serait inutilisable. On imagine bien. LangChain a historiquement proposé plusieurs stratégies classiques pour gérer ça. Et c'est intéressant parce que chacune illustre bien le compromis fondamental. Garder tout le contexte, c'est parfait pour la cohérence, mais ça coûte cher en tokens et en temps de réponse. Alors, quelles étaient ces stratégies classiques? Il y avait la plus simple, Conversation Buffer Memory. Elle stocke l'intégralité de l'historique des messages. L'avantage, mémoire parfaite. L'inconvénient, ça devient énorme. Exactement. Sur une longue conversation, le nombre de tokens envoyés au LLM à chaque tour explose, et la latence aussi. Donc à l'opposé, tu avais Conversation Buffer Window Memory. Qui ne garde qu'une fenêtre glissante. Les cas derniers messages. C'est ça. Beaucoup plus léger en tokens, mais le risque c'est de perdre des informations importantes, dites au tout début de la conversation. Compromis. Et il y avait aussi des approches avec des résumés, non? Oui, deux variantes. Conversation Summary, Memory. Là, c'est le LLM lui-même qui est utilisé pour résumer la conversation au fur et à mesure. Ça permet de garder une trace de toute la conversation en peu de tokens. Malin. Mais on perd des détails. Forcément. Le résumé est par nature une perte d'informations. Et ça ajoute un coût. Chaque tour nécessite un appel supplémentaire au LLM pour faire le résumé. Et enfin, il y avait Conversation Summary, Buffer Memory. Un hybride. Qui mélange les deux. Oui, il garde les 4 derniers messages en entier, comme la window, et un résumé de tout ce qui précède. C'était souvent considéré comme un bon compromis entre coût, latence et rétention d'informations. Mais tu disais, historiquement, l'approche a changé avec LCEL. Disons qu'elle est devenue plus flexible et intégrée. Maintenant, on utilise souvent Runnable with Message History.
Ça permet d'intégrer la gestion de l'historique directement dans la chaîne LCEL. Tu définis comment les messages doivent être chargés et sauvegardés, par exemple depuis une base de données, un fichier. Donc on peut coder sa propre logique de mémoire. Exactement. Ça te donne la liberté de recréer les anciens comportements si tu veux, mais surtout d'implémenter des stratégies beaucoup plus fines et adaptées à ton application spécifique. On n'est plus limité aux quelques options prédéfinies. C'est plus de travail au départ, mais plus puissant. Intéressant. Cette tendance vers plus de contrôle, finalement. Autre point technique qui revient sans arrêt, le streaming. Pourquoi c'est si important? On voit ça partout. Ah, le streaming. C'est devenu quasi indispensable pour une bonne expérience utilisateur, non? Oui, attendre une réponse pendant 10 secondes sans rien voir, c'est frustrant. Voilà. Voir la réponse apparaître mot par mot ou bout par bout, ça réduit énormément la perception de la latence. Même si le temps total est le même, l'utilisateur a l'impression que ça avance, que l'IA pense en direct. Et pour les agents, c'est encore plus important, Oui, pourquoi? parce que ça permet de voir les étapes intermédiaires. Si l'agent doit chercher sur le web, tu peux afficher « Recherche sur le web en cours ». S'il utilise un outil, tu peux dire « Utilisation de l'outil calculatrice ». Ça rend le processus transparent et ça montre que l'agent travaille. Sans streaming, tu aurais juste une longue attente, puis la réponse finale, sans comprendre comment elle était obtenue. C'est vrai que ça change tout pour suivre ce que fait un agent un peu complexe. Ça démystifie un peu la boîte noire. Et techniquement, LangChain gère ça comment? Il y a deux niveaux de streaming possibles. Le plus simple, c'est le streaming de la sortie finale, les tokens générés par le LLM. Ça se fait avec les méthodes .stream ou .astream, la version asynchrone. Là, souvent via une connexion WebSocket pour afficher les mises à jour en temps réel dans l'interface utilisateur. D'accord, je vois. On arrive à un autre gros morceau, un cas d'usage emblématique. Le RAG. Retrieval Augmented Generation. Ah oui, le RAG. C'est probablement l'un des cas d'usage les plus courants et les plus utiles de LangChain et des LLMs en général aujourd'hui. L'idée, c'est de permettre au LLM de répondre à des questions en se basant sur des documents spécifiques, c'est ça? Des documents qu'il n'a pas vus pendant son entraînement initial? C'est exactement ça. Tu veux faire un chatbot qui répond aux questions sur la documentation technique de ton produit, Ou sur tes notes personnelles Evernote? ou sur les pages d'un site web précis, le RAG est la solution. Et comment ça fonctionne en gros? J'ai cru comprendre qu'il y avait deux grandes phases. Oui, on peut voir ça comme ça. Une phase d'indexation, qu'on fait généralement en amont, hors ligne, et une phase de récupération et génération qui se passe au moment où l'utilisateur pose sa question. Ok, détaille-nous l'indexation. D'abord, tu dois charger tes documents. LangChain a plein de loaders pour ça. Fichiers PDF, pages web, bases de données, Notion, Google Drive. Ensuite, comme les LLMs ont une limite de contexte, tu dois diviser ces documents en morceaux plus petits, des chunks. Il y a différentes stratégies de splitters pour le faire intelligemment. Pour pas couper une phrase au milieu, j'imagine. Idéalement, oui. Et l'étape clé ensuite, c'est de transformer chaque chunk en embedding. C'est une représentation numérique, un vecteur, qui capture le sens sémantique du texte. Pour ça, on utilise un modèle d'embedding spécifique. Et ces vecteurs, on les stocke où? On les stocke et on les indexe dans une vector store. C'est une base de données optimisée pour chercher des vecteurs similaires très rapidement. Il en existe plein, Chroma, Faiss, Pinecone, Weaviate. LangChain s'intègre avec beaucoup d'entre elles. Ça, c'est la phase d'indexation. Préparer le terrain, en somme. Et ensuite, quand je pose ma question? Quand l'utilisateur pose sa question, la deuxième phase commence. D'abord, on transforme aussi la question en vecteur d'embedding avec le même modèle. Puis, on utilise ce vecteur pour interroger la vector store et récupérer les chunks de documents dont les vecteurs sont les plus proches, les plus similaires sémantiquement à la question. C'est le rôle du retriever. Il va chercher les passages pertinents dans mes documents? Exactement. Et l'étape finale, c'est la génération. On construit un prompt pour le LLM qui contient la question initiale de l'utilisateur, plus les chunks pertinents qu'on vient de récupérer. On demande au LLM de répondre à la question en se basant sur ce contexte fourni. Et comme ça, la réponse est ancrée dans mes données spécifiques. C'est puissant. Très puissant. Ça permet de contourner la limite des connaissances figées du LLM et de le spécialiser sur des domaines précis. Super clair. Un dernier concept technique qui semble important, les sorties structurées. Pourquoi on voudrait que le LLM réponde en JSON plutôt qu'en texte normal? Ah, ça, c'est super utile dès que tu veux faire quelque chose avec la réponse du LLM
autre que juste l'afficher. C'est-à-dire? Imagine que tu demandes au LLM d'extraire des informations d'un texte. Le nom du client, le produit commandé, la date de livraison. Si tu reçois juste une phrase en langage naturel, tu vas devoir écrire du code pour parser cette phrase, extraire les infos. C'est fragile, ça peut casser si le LLM change un peu sa formulation. Alors qu'avec une sortie structurée, Si tu lui demandes de te renvoyer un objet JSON avec les clés client, produit, date, tu obtiens directement une structure que ton programme peut utiliser. Pour enregistrer en base de données, pour appeler une autre API, pour afficher dans un formulaire. C'est beaucoup plus fiable et facile à intégrer dans un workflow applicatif. d'accord, ça fiabilise l'interaction avec d'autres systèmes. Et comment on force le LLM à faire ça avec LangChain? Il y a plusieurs techniques. Une astuce courante, c'est d'utiliser l'appel d'outil. Tool calling, même si l'outil n'existe pas vraiment. Tu définis un outil dont les paramètres correspondent exactement à la structure JSON que tu attends. Le LLM va alors appeler cet outil en formatant sa réponse selon les paramètres demandés. Malin. Certains modèles supportent aussi un mode JSON natif, où tu peux leur dire explicitement de générer du JSON valide. Et LangChain propose aussi une méthode with structured output sur les modèles, où tu peux passer un schéma, souvent un modèle pas identique en Python, décrivant la sortie attendue. LangChain se charge alors de construire le bon prompt et de valider parser la sortie. Plusieurs options donc. Les sources mentionnaient aussi brièvement d'autres techniques de prompting, comme le chain of thought. Ça vaut le coup d'en dire un mot? Oui, rapidement, le Chain of Thought, COT, c'est une technique de prompting assez simple mais efficace pour améliorer le raisonnement du LLM sur des tâches complexes. L'idée, c'est juste d'ajouter dans le prompt une instruction du type « réfléchis étape par étape » ou « explique ton raisonnement ». Et ça marche? Étonnamment bien, souvent. Forcer le LLM à décomposer son processus de pensée l'aide à éviter les erreurs et à arriver à la bonne conclusion. On l'a vu dans l'exemple du calcul du nombre de frappes au clavier dans le cours de James Briggs. Sans COT, le LLM peut se tromper, avec, il détaille les étapes et trouve la bonne réponse. Intéressant. Et le few-shot prompting? Le few-shot prompting, c'est quand tu as inclus quelques exemples complets, entrée plus sortie désirée, directement dans ton prompt, avant de poser ta vraie question. Ça aide le LLM à comprendre très précisément le format ou le style de réponse que tu attends. C'est particulièrement utile pour les modèles un peu moins puissants ou quand tu as besoin d'un format de sortie très spécifique que le modèle a du mal à respecter juste avec des instructions. Donner quelques exemples pour le mettre sur la bonne voie. C'est ça. Bon, on a couvert pas mal de concepts techniques dans LangChain, mais tu l'as dit au début et les sources insistent là-dessus, ce n'est pas juste une bibliothèque, c'est vraiment un écosystème. Absolument. C'est crucial de le voir comme ça. On a déjà pas mal parlé de Langsmith. Franchement, je le répète, mais pour moi, c'est un game changer pour passer à l'échelle et fiabiliser ces applications LLM. L'observabilité, le debug, l'évaluation, c'est la tour de contrôle indispensable. Indispensable pour la prod, tu disais. Oui. Ensuite, on a LangGraph, qui est clairement la direction à prendre quand les agents deviennent plus complexes, avec des cycles, de la mémoire, d'état, de la collaboration. C'est souvent l'étape d'après LangChain classique pour ces cas-là. Et LangServe pour l'exposition en API? Exact, qui permet de transformer très vite une chaîne LCEL ou un agent LangGraph en une API REST déployable. Ça simplifie énormément cette partie-là. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les intégrations communautaires et partenaires qui ne cessent de s'ajouter. L'écosystème est très vivant. Donc, si on essaye de résumer tout ça, LangChain se présente comme une grosse boîte à outils, très riche, pour construire des applications qui utilisent les LLM. C'est une bonne image, la boîte à outils. On a vu les concepts clés, LCIL, comme ciment, pour assembler les briques de manière flexible, les agents, capables de raisonner et d'utiliser des outils pour interagir avec le monde, la gestion de la mémoire, qui est vitale pour la cohérence, le RAG, pour connecter les LLM à nos propres connaissances, le streaming, pour une meilleure expérience utilisateur et plus de transparence, et les sorties structurées, pour fiabiliser l'intégration avec d'autres systèmes. C'est une excellente synthèse. C'est une boîte à outils puissante, oui. Mais comme toute boîte à outils, il faut savoir choisir le bon outil pour le bon travail. Son abstraction, qui est sa grande force pour démarrer et pour beaucoup de cas, peut aussi être sa faiblesse si on a besoin d'un contrôle très très fin. Comprendre les mécanismes qu'on a évoqués, ça permet de l'utiliser plus intelligemment et de savoir quand il faut peut-être sortir de LangChain pure pour aller vers LangGraph ou même vers une approche plus manuelle. Et l'écosystème autour, Langsmith en tête, est un argument de poids. Oui, surtout pour un développement sérieux, professionnel, ça apporte une maturité indispensable. Toute cette exploration, même rapide, montre à quel point ce domaine bouge vite. C'est fou.
Et ça soulève une question plus large, au-delà de la technique pure. Comment toutes ces nouvelles capacités qu'on donne aux machines, raisonner, utiliser des outils, se souvenir, accéder à l'information pertinente, comment tout ça va vraiment changer notre rapport à l'information, aux logiciels qu'on utilise tous les jours? C'est la question à 1 million, hein. Quelle sera la prochaine application ou la prochaine capacité vraiment révolutionnaire que des frameworks comme LangChain vont permettre de créer? On est peut-être juste au début de quelque chose d'assez énorme. C'est une réflexion passionnante. En effet, on voit les briques s'assembler, la puissance augmenter, l'impact potentiel est immense. En attendant, pour ceux qui ont envie de creuser et de tester par eux-mêmes, la documentation officielle de LangChain est vraiment bien faite, très complète. Et les tutoriels, comme celui de James Briggs qu'on a utilisé, sont parfaits pour mettre les mains dans le cambouis. Un bon point de départ pour l'expérimentation. Absolument. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette plongée détaillée avec nous. C'était dense mais passionnant. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.